En juillet 1982, la France réalise un match de haut niveau face à l'Allemagne, l'une des meilleures équipes de la planète. Menant 3-1, la France va se faire rattraper et va s'incliner au tir au but. Terrible désillusion avec une équipe de France inconsolable, surtout au vu du contexte et de la physionomie de la rencontre. Sont inconsolables. Dans les vestiaires, avant le match, j'avais des hommes, j'avais des mecs, j'avais des gars prêts à aller au combat. Et après le match, j'avais des enfants. Des enfants, ils pleuraient comme des gosses. On pense que sur l'action de Patrick Battiston, il a deux dents de cassé qui est dans le coma et qu'il ne siffle pas penalty, c'est un scandale. Moi je m'excuse, mais sinon il y a penalty où il marque le but. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse hein? À 12 contre 11, c'est difficile, surtout pour les Allemands. À votre avis, c'est vraiment l'arbitre qui vous a fait perdre cette demi-finale? Écoutez, d'habitude je suis assez fataliste, je prends bien les défaites, mais comme ça s'est passé, non, là je suis vraiment écœuré et je souhaite de tout cœur que les Italiens gagnent en finale. D'habitude je suis pour le plus fort, mais là je souhaite qu'ils vont gagner, à moins qu'ils aient M. Corvère. Malgré cette défaite, les Bleus vont se remettre en marche et vont faire sensation lors de l'Euro 1984 organisé sur leur terre. En poule, les tricolores vont s'imposer avec la manière. Victoire 1-0 face au Danemark, démonstration 5-0 face aux voisins belges et termineront leur phase de poule avec une victoire 3-2 face à la Yougoslavie, avec l'inévitable Michel Platini. Le monstre de la Juve en est déjà à 7 buts. Dans une demi-finale tendue, les Français s'imposeront 3-2 face à un Portugal teigneux, avant la finale face aux voisins espagnols, qu'ils gagneront sur le score de 2-0 grâce à des buts de Michel Platini et de Bellone. Cette génération de joueurs et son entraîneur Michel Hidalgo ont réalisé un Euro remarquable, pratiquant un football artistique peu vu jusqu'à présent. De quoi donner des motifs d'espoir pour la Coupe du Monde 86, mais sans Michel Hidalgo qui quittera son poste de sélectionneur. Lors de cette même année 1984, l'équipe de France va décrocher le gros lot lors des Jeux Olympiques 1984 organisés à Los Angeles, où les Bleus vont réussir à glaner la médaille d'or face au Brésil en finale victoire. Pour le compte du mondial mexicain, les Bleus semblent plus matures qu'il y a 4 ans. Forts de leur demi-finale de 1982 et de leur titre de champion d'Europe l'année 2 ans plus tôt, l'équipe de France va commencer le tournoi de manière progressive, avant de battre l'Italie en 8e de finale championne du monde, qui va lancer le tournoi des Bleus. Le 21 juin 1986, les 65 000 spectateurs du stade de Guadalajara seront témoins d'une rencontre qui rentrera définitivement dans la légende. L'affrontement entre deux grandes équipes. Sous un soleil de plomb, les 22 acteurs vont nous offrir un spectacle qui rentrera dans l'histoire du football. Malheureusement, pour des questions de droit, je ne peux malheureusement pas mettre d'images pour illustrer mes propos, mais vous pouvez retrouver quelques beaux matchs de cette génération française dans la description, avec plusieurs liens. Après l'ouverture du score de Careca, les Bleus vont égaliser grâce à une action collective extraordinaire, ponctuée par Michel Platini qui joue blessé. Le Brésil ratera ensuite un penalty, arrêté par Joël Batz, face à l'immense Zico. Un match extraordinaire, une rencontre 5 étoiles, le match du siècle selon Pelé. Et Joël Batz sera immense dans les cages durant les tirs au but, avant que Luis Fernandez qualifie les Bleus en demi-finale. Juste légendaire. Au terme de cette rencontre extraordinaire, la presse s'emballe. Voici quelques articles. Merci la France, merci le Brésil, le match du siècle, foot de bonheur, le sport roi, merci aux 22 acteurs. Forcément, parce que c'était un match à rebondissement, il y avait des moments forts d'émotion toutes les 5 minutes. Et ce qui était terrible, à la différence de la télévision où on commente, où on est quand même... Nous, il fallait un débit constant, c'est-à-dire le descriptif permanent. Et c'était terrible. J'étais avec Jean-Yves Derma et nous étions... Moi, je sais que dans ces moments très très forts, comme la demi-finale du championnat d'Europe des Nations à Marseille, France-Portugal, où Michel marque le troisième but après une percée folle de Tigana, et bien là c'est pareil, sur un match comme ça où il y a des moments forts d'émotion,
comme on parle en permanence tout au long du match, on a des moments où ça palpite, c'est terrible, il y a une pression nerveuse qui est extraordinaire et à des moments on se demande si on ne va pas y passer tellement on crie. Moi c'est vrai que je crie beaucoup. On connaît vos envolées, oui, on connaît vos envolées. Et à des moments je me dis moi-même sereinement tout en criant, mais tu deviens fou, attention. Rencontre ultime où le stade mexicain était acquis majoritairement à la cause des Auriverdi et un Michel Platini qui disputait ce match sous produit anesthésiant rentrera dans l'histoire. Le contenu de ce match est digne de la grandeur du sport roi qu'est le football. Malheureusement, les Bleus exténués de ce match incroyable et sans Michel Platini blessé vont perdre face à la RFA 2-0. Une déception mais en même temps une résignation. L'Argentine de Maradona gagnera la Coupe du Monde 1986, ce qui montre bien le niveau extraordinaire de ce mondial mexicain. Après la Coupe du Monde 1986, la France va connaître des moments difficiles, avec notamment le raccrochage de crampons de sa star Michel Platini en 1987. Et bien sûr, la transition de cette génération extraordinaire fut totalement ratée. Non qualifiés pour les Coupes du Monde 90 et 94, avec notamment ce but glacial de Kostadinov qui va éliminer les Bleus du mondial américain à la dernière minute, les Bleus vont connaître des moments difficiles. Avec pourtant la victoire en Ligue des Champions olympique de Marseille en 1993. Suite à cela, la France va se relever, gagnant la Coupe du Monde 98 à domicile et l'Euro 2000, avec une méthode beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus froide et beaucoup moins poétique et artistique. Ce qui va définitivement changer la façon de voir le football dans l'Hexagone. Il ne tient pas à retirer le mérite de la génération 1998, où Aimé Jacquet, qui était harcelé de toutes parts par une presse sportive scandaleuse, a su montrer de la résilience, récupérant une équipe en crise en 1994 à la faire gagner en 1998, sans oublier les individualités extraordinaires de l'époque. Ma pensée va bien au-delà de cette considération. Dans le monde du football, on prend en considération les vainqueurs, ceux qui ont gagné, ceux qui ont rempli l'armoire à trophées. Suivant cette idée, les centres de formation français ont pris l'exemple de cette victoire en 1998, où la rigueur, le physique et surtout la vitesse et l'explosivité étaient priorisés à la technique et au talent. Avec comme obsession le résultat à court-moyen terme, laissant même quelques concepts importants du jeu. Le football chez les jeunes ressemble souvent à une adaptation du football professionnel version jeune. Et la culture du résultat le ronge. Elle transforme le résultat en un fléau pour la formation. Selon Horst Wein, cela s'explique parfois par un égoïsme du formateur, ou devrais-je dire entraîneur, qui ne cherche qu'après le résultat pour prétendre à un meilleur poste. Autrement dit, il se sert de ses joueurs pour se développer lui-même. Sauf que former, c'est une vocation. La vocation implique une attention particulière envers les jeunes joueurs, une attention personnelle. On va s'intéresser à la personne qui se cache derrière ce jeune footballeur, s'intéresser à son bien-être, à ce qu'il soit dans les meilleures conditions possibles pour se développer footballistiquement. Développement humain implique ainsi développement footballistique, dans lequel on va veiller à ce qu'il devienne le meilleur joueur et le plus complet possible. En 1986, avant le match face au Brésil, la France était considérée comme l'une des nations les plus belles à voir jouer. Pratiquant un football artistique, le monde surnommait les Bleus les Brésiliens d'Europe, avec un mondial 82, Euro 84 et mondial 86 remarquables dans le jeu. La France était une référence footballistique. Un nouveau système défensif. La France, elle, joue plutôt offensivement, avec un excellent milieu de terrain. Les Français savent jouer ensemble. D'ailleurs, ils jouent ensemble depuis 4 ans maintenant. Le Brésil a une nouvelle équipe, avec une défense très solide. C'est sûr, ce match sera l'un des plus beaux du mondial. Après 1998, la France va suivre un modèle de jeu différent, mais va rater une opportunité en or de devenir un pays artistique footballistiquement et une référence en termes de jeu. Quand on voit les récentes victoires des Bleus, c'est surtout dû à une solidité défensive, une rigueur, un pragmatisme et des victoires acquises dues au talent individuel, surtout avec Didier Deschamps. Le besogneux Deschamps, que si demain on venait à créer un nouveau dictionnaire avec le mot rigueur, Didier Deschamps serait certainement le synonyme parfait. Ce n'est pas une critique négative, loin de là, surtout que Didier Deschamps a proposé une Coupe du Monde 2014 alléchante. Mais quand on voit la différence à 2024, où ces derniers n'arrêtaient pas d'insister sur la solidité défensive alors que le jeu reste important dans notre sport roi, la chute ne fut qu'une évidence face aux voisins espagnols, où ces derniers surclassèrent les Bleus. Aux critères que je vous ai donnés précédemment, plusieurs joueurs dans les années 2000 ont dû renoncer à leur rêve de devenir footballeur pro dû à leur petit gabarit. Et ceux qui ont réussi ont dû s'exporter à l'étranger. Je m'appelle Antoine Griezmann, j'ai 19 ans.
Je viens de Mâcon, à côté de Lyon. Donc j'ai commencé le football à l'UF Mâconnais. Et après, des clubs français m'ont demandé de faire des essais. Donc j'ai fait un peu des essais de partout. Mais ils me voulaient pas parce que, par rapport à mon gabarit, parce que j'étais petit, donc c'était un petit défaut. En 14 fédéraux. Ça c'était dur pour moi parce que j'étais vraiment maigre, j'étais vraiment... Tu vois, on avait des mecs dans mon équipe et c'était tombé. Et à l'époque, le football, c'était ça. À l'époque, le football, c'était court vite, costaud. Et là, on prend. Depuis 2008, les Espagnols, Barça, Pep, c'est là que ça a changé le foot. Et merci aux Espagnols. Je terminerai cette vidéo en disant que la France reste une grande sélection nationale, avec ses Coupes du Monde, Euro, Coupe des Confédérations. Cependant, la France aurait pu devenir un modèle footballistique, artistique et une référence en termes de jeu. Certes, ses méthodes physiques d'entraînement en compagnie de l'Angleterre sont des références mondiales. Mais quand on voit les résultats des clubs français en Coupe d'Europe, chose que je rappelle qui est ultra importante et qui est la priorité absolue des hautes instances du football français, on se rend compte que quand on laisse le principe jovial et artistique, philosophique du ballon rond, on obtient ceci. En février 2025, la France ne comptabilise qu'une seule Coupe d'Europe, glanée par l'Olympique de Marseille en 1993. Peu, trop peu comparé aux voisins espagnols, allemands, anglais, italiens, portugais, néerlandais et même belges qui obtiennent plus de résultats. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous demande de débattre dans le respect, le but n'est pas d'avoir raison mais d'échanger les différentes opinions que nous pouvons posséder et ainsi échanger nos différents points de vue. Je vous remercie de votre attention et de votre visionnage. Vive le football!